peut-être qu'il faut, il y a des moments où il faut essayer de réfléchir à peut-être faire autrement. Vous savez, c'est bon de parler, mais il n'est pas bon de parler pour le plaisir de parler. Parler doit donner quelque chose. J'ai entendu tout à l'heure un pasteur, vous avez parlé d'un pasteur qui dit que notre langue a une force. Ok? Tout ce que nous disons a un effet sur nous. Voilà. Donc, quand on dit quelque chose, cela doit avoir un effet. Quand vous avez l'impression que c'est de la parole pour la parole, à un moment donné, il faut savoir aussi éviter la parole. Mais par principe, je suis quelqu'un qui aime garder le silence pendant un certain temps, faire suivre le silence de la parole et faire suivre la parole du silence. Du silence. Comme annoncé, maître Jean-Yovik Degli, on vous a présenté ancien ministre de la transition de Kofigo en 1992. Vous étiez même rapporteur général de la conférence nationale souveraine. Vous êtes avocat, mais homme politique, parce qu'on vous a vu en 2013 en allant avec deux associations, le mouvement international Bâtir le Togo et le Front Sage. Vous étiez venu sur la scène politique, mais aujourd'hui, que sont devenues toutes ces associations? D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je suis un membre de la société civile, ok? Et ce n'est pas un homme politique. Un homme politique, sa définition est différente. C'est quelqu'un qui essaye de se battre pour conquérir le pouvoir. Je ne me suis pas battu jusque-là pour conquérir le pouvoir. Moi, je suis humaniste, défenseur des droits humains, avocat, et puis je dis souvent que j'ai été ministre par hasard. Ok? Par hasard? Bah oui, j'ai été ministre par hasard. Je ne sais pas si quelque chose me destinait à être ministre à 28 ans. Je ne crois pas. Ok, donc c'est par hasard que je suis passé par là. Ça m'a appris beaucoup de choses, bien sûr. Oui. Donc je ne suis pas homme politique, mais je suis défenseur des droits humains et par excellence, je me bats pour le bien-être de mes concitoyens. Cela m'importe énormément. Et c'est à ce titre-là qu'à un moment donné, nous avons créé des mouvements dans les années 90 pour obliger le pouvoir à aller à la démocratie. Que nous avons ensuite créé, à partir de 1996, en France, le mouvement Bâtir le Togo. Bâtir le Togo n'est pas un parti politique. J'ai vu qu'après, il y a eu un copie-coller un peu, on a créé un Bâtir. Non, mais nous, notre mouvement, c'est Bâtir le Togo. Et c'est un mouvement qui se bat pour le bien-être général de tous les Togolais, et qui n'est pas un parti politique et qui n'a pas envie de se transformer en parti politique. Ok? Bon, le Front Sage, par contre, ce n'est pas une association. C'est un conglomérat de différents groupes ou de différentes associations qui, à un moment donné, a pensé fédérer les forces pour pouvoir aboutir à un combat, aux objectifs d'un combat que nous pensions devant être fait ensemble. Bon, le Front Sage, malheureusement, a eu tous les bâtons dans les roues. Est-ce que ce front était réellement sage, maître Jean-Yovik Degli? Le sage, là, je ne sais pas si vous en connaissiez la définition. Mais au-delà de ça, je crois qu'il avait acquis une certaine sagesse, parce que la plupart des membres qui étaient, les gens qu'ici et autres, c'est ceux qui... Voilà, c'est ceux qui se sont battus dans les années 80 et 90 pour voir la démocratie, la liberté d'expression, les principales libertés publiques, les droits de l'homme naître au Togo. Donc, je crois que quand on a fait 90, jusqu'à l'époque où nous étions en train de parler... On est animé d'une certaine sagesse. Voilà, on a compris... Au moins. Voilà, tout à fait. Voilà. Ok. Voilà. Et par rapport au mouvement Bâtir le Togo... Bâtir le Togo est toujours là. Il fonctionne toujours. Il est en train de renouveler d'ailleurs son site internet. J'étais en Europe dernièrement et nous avons eu une réunion du bureau international pour réorganiser encore une fois nos activités en tenant compte du paysage politique et des besoins des populations. Et bientôt nous allons inaugurer une bibliothèque à Lomé ici, je vous appellerai certainement à cette occasion, et nous aurons à faire d'autres activités à l'intérieur du pays. Nous faisons toujours des activités, Bâtir le Togo par exemple. Bâtir le Togo et l'association APROD, Association pour la promotion des droits et de la dignité de l'enfant par l'éducation, s'occupe de scolariser des jeunes
nous sommes toujours dans ces activités-là. Nous ne parlons pas beaucoup parce que ce n'est pas la parole qui fait les actions. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Donc nous restons souvent silencieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais nous agissons. Est-ce que vous allez agir pour les prochaines élections, même si vous n'avez pas cette ambition-là de conquérir le pouvoir? Bâtir le Togo peut toujours peut-être avoir des idées et les communiquer à certains des candidats. Et si ces candidats sont d'accord, eh bien peut-être nous aussi nous pourrons leur apporter un appui pour que ces idées-là se traduisent après dans la réalité. Mais nous-mêmes, nous n'allons pas aux élections et moi personnellement, je n'ai pas pensé aller aux élections. Parce que vous disiez entre-temps que les postes électifs, ce n'est pas votre ressort. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. On m'a demandé si je voulais aller aux élections. J'ai dit pour le moment, je n'ai pas l'ambition d'aller aux élections. Et la personne m'a posé la question, les postes ministériels, je lui ai dit ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Que vous ne fermez pas la porte. Je ne ferme pas la porte, mais si moi, je dois travailler dans un gouvernement, c'est à des conditions qui permettent que mon action à travers ce gouvernement puisse apporter le bien-être aux Togolais. Si on me demande d'être le ministre qui balaie les rues... Quelles sont ces conditions-là que vous... Je vais vous dire. Si on me dit par exemple d'être le ministre qui balaie les rues, il faut me donner la liberté et tous les moyens pour que quand je balaie les rues, tous les Togolais qui passent sur cette rue se disent mais qui a pu nous balayer une rue d'une façon aussi bonne? Ok? Et si j'ai ces éléments-là, en ce moment, je pourrais agir. On ne devient pas ministre pour aller essayer d'accomplir une ambition personnelle. On ne gouverne pas un pays pour accomplir une ambition personnelle. C'est une catastrophe et c'est une calamité que de voir qu'en Afrique, les gens arrivent au pouvoir avec l'idée qu'ils vont satisfaire des ambitions personnelles. Quand on arrive à la tête d'un État, on ne confond pas l'État avec son patrimoine ni avec sa poche. On arrive à la tête d'un État avec une vision pour donner du bien-être au plus grand nombre de gens possibles. Malheureusement, en Afrique, les ambitions personnelles se confondent avec les ambitions pour l'avenir d'un État, et ceux qui passent à la tête de nos pays dans ces conditions tombent dans les travers de la gouvernance. Vous voyez? Mais parfois, comment ça s'explique? Même dans l'opposition, le langage que vous tenez là, des gens qui, avec quand même parlé, qu'ils feront mieux, mais une fois arrivés au pouvoir, ils sont devenus à tête griffe des monstres. Comment on peut l'expliquer? Aujourd'hui, on tient bon langage, mais une fois arrivé au pouvoir, on devient plus dictateur entre griffes que ce qu'on veut charger. C'est un manque de conviction, d'abord, et puis une escroquerie. Vous savez, les gens utilisent tous les moyens pour arriver au pouvoir, quitte à détruire tous les moyens qu'ils ont utilisés après. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un comme Alpha Condé, que j'ai personnellement connu en Europe quand j'étais en exil, qui s'est battu pour la démocratie en Guinée, qui une fois arrivé au pouvoir a voulu détruire la démocratie pour installer, c'est ça le genre de personnes qui escroquent nos populations. C'est une escroquerie politique. Voyez-vous, comme l'a dit Charles Pasqua, un homme politique français, c'est des gens qui croient que les promesses en matière politique n'engagent que les gens qui les écoutent et qui y croient. Or, ce n'est pas ça la politique. Nelson Mandela a fait la prison pendant des années. Quand il est arrivé au pouvoir, il a respecté les règles d'une certaine gouvernance et puis il est parti tranquillement. D'autres présidents l'ont fait. La fois dernière, le joueur nous a encore donné l'exemple. Quand quelqu'un veut arriver au pouvoir, il ne vient pas au pouvoir. Si vous avez envie de réaliser des ambitions personnelles, mais devenez commerçant. Faites un travail qui vous permette de vous remplir les poches, de réaliser des ambitions personnelles. Mais si vous voulez arriver à la tête d'un État, vous devez avoir une vision pour cet État. Et si on dit que la vie, ou du moins l'exercice du pouvoir est enserré dans 2 mandats, mais pardon, quand vous finissez vos 2 mandats, mais allez-vous-en. Quelle est cette histoire-là qui consiste à dire « Ah non, je n'ai pas encore fini ». Mais vous saviez avant d'arriver... J'ai entamé des chantiers. Mais oui, qu'il faut que je l'ai encore une chance pour les finir. Personne d'autre
dans la population de ce pays n'est capable d'accomplir et de finir ses chantiers. Il n'y a que vous. Donc finalement, vous êtes le Messie. Même le Messie, quand il est parti, il y avait des gens qui ont fait le travail à sa place. Vous voyez? C'est ça. Donc, c'est de l'escroquerie politique. Ouais. Et ça, on doit calmer la politique actuelle au pays. Non, je pense fondamentalement que la situation sociopolitique n'est pas des plus reluisantes. Je continue toujours de dire aux gens, au moment où j'ai pensé revenir au Togo, la situation des droits de l'homme qui prévaut depuis quelques 2, 3, 4 années, si c'est cela qui prévalait, je ne serais pas revenu. Je crois que les choses se sont détériorées. Situation. Vous parlez d'un recul? Beaucoup de recul, un gros recul. Jusqu'à ce que nous soyons obligés de passer devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour nous voir faire des recommandations. Je crois que nous avons reculé. L'impact que le chef de l'État avait eu sur les droits de l'homme à une certaine époque, notamment à partir de 2007, et qui a poussé les gens à croire que le Togo avait évolué en matière de droits de l'homme dans un sens positif. Je crois que cet impact-là n'existe plus aujourd'hui. Que s'est-il réellement passé entre-temps? Et ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les poches des gouvernants, je ne suis pas dans les bureaux des gouvernants, je ne suis pas dans leur cœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que on nous a demandé, par exemple, en 2011, et c'est moi qui ai dirigé cette commission, de faire une loi sur les manifestations et les réunions publiques, pacifiques, qui tiennent compte de l'intérêt de la nation, c'est-à-dire de l'impératif de la sécurité, mais également de l'impératif des libertés. Et nous avons fait un texte très équilibré que le gouvernement a apprécié. Test le fameux loi Bojona. C'était d'abord Bojona Degli, et quand on a vu que la loi était bonne, c'est devenu loi Bojona, on m'a écarté. C'est ça. Ah oui. Vous ne saviez pas? C'était au départ loi Bojona Degli où des gens comme Claude Ameganvi et autres criaient sur tous les toits que c'est la loi, la pire des lois qu'on a jamais faite dans le monde. Et puis quand la loi est sortie, ils étaient les premiers à écrire pour qu'on leur applique cette loi. Et à partir de cet instant, ce n'était plus Bojona Degli. Il fallait enlever Degli de ça. C'était devenu Bojona. Vous gênez quelqu'un? Oh, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes parce que malheureusement, vous savez, moi, je n'ai aucun intérêt, je ne cherche rien du tout. Donc, je dis les choses telles qu'elles sont. OK? Et quand vous dites les choses telles qu'elles sont, vous ne plaisez ni à gauche ni à droite. Donc je ne plais pas et ça ne me dérange pas. Le jour où je commencerai à trop plaire à quelqu'un, ça veut dire que je ne fais pas mon travail. Si je fais mon travail de défenseur des droits humains, d'une voix de la société civile, je ne plairai à personne et je vais être comme ça. Ouais, je préfère. Donc aujourd'hui, vous parlez d'un recul sur le plan de liberté associative, politique aussi. Les lois sur les manifestations ont été quand même retouchées à maintes fois. Et plus de manifestations visiblement au Togo. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, vous les défenseurs des droits de l'homme? Pourquoi vous êtes là, vous venez, vous regardez à ce que ces lois-là puissent disparaître, ces libertés acquises sont en train de partir petit à petit? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Je crois qu'il faut continuer de se battre, d'attirer l'attention, de dénoncer aussi. L'espace des libertés s'est réduit à une portion congrue dans notre pays et c'est extrêmement grave. La fois dernière, par exemple, il y a 2 semaines, il y a un représentant de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui était à Lomé et eux devaient rencontrer un certain nombre d'associations pour discuter des recommandations faites au Togo de la réunion qui devait se tenir à l'hôtel Concorde. On a appelé les responsables pour leur dire que la réunion ne peut pas se tenir parce qu'ils n'ont pas reçu d'autorisation, on ne sait pas ce qu'ils vont discuter. Mais c'est extrêmement grave. J'ai l'impression que bientôt, on dira aux églises, vous devez avoir une autorisation avant de tenir un culte, et on dira aux gens dans leur maison, avant d'être à table avec votre femme, vous devez avoir une... C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Moi j'ai eu cette situation avec Jovi Gali et Zeus Sajavon dans le cadre de l'APED en mai 2018. Et puis, au fur et à mesure, la situation s'est aggravée. Maître Apévon voulait réunir les associations et les partis pour discuter à Brodaomé. Ça a été interdit. Mais c'est extrêmement grave. Je ne sais pas sur quelle base nous faisons toutes ces choses-là. Je ne sais pas sur quelle base. J'ai l'impression qu'on empêche les gens de parler et donc finalement les gens sont étouffés. Or,
quand les gens ont des difficultés, la seule manière de les faire sortir et de faire ce qu'on appelle l'effet catharsis, c'est qu'ils en parlent. C'est qu'ils puissent discuter, c'est qu'ils puissent se voir. Si donc les gens ne peuvent pas se voir, ne peuvent pas discuter, ne peuvent rien faire ensemble, alors où est le droit associatif? Où est le droit qu'ont les partis politiques de faire leurs activités? Où est le droit qu'ont les citoyens de faire un certain nombre d'activités? Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et moi, je crois que nos gouvernants, notamment le chef de l'État, doit revoir cette copie-là. Et essayer de faire changer ça. Parce que ça ne fait pas honneur à notre pays. Surtout que nous sommes devenus un pays qui essaye de régler les problèmes à gauche, à droite. Autres, oui. Il faut absolument que quand les gens viennent chez nous, qu'ils n'aient pas l'impression que nous sommes Janus, que nous tournons une face très gentille vers l'étranger et une face catastrophique, désastreuse et gravissime vers l'intérieur. Il faut éviter ça. Faut éviter ça. Nous avons du travail à faire. En tout cas, en ce qui concerne Barty le Togo, nous continuons de nous adresser aux autorités qui de droit pour dénoncer, pour demander que ces genres de situations changent. Parce que je crois qu'aujourd'hui, dès lors que les manifestations même sont interdites, vous ne pouvez pas aller dans la rue pour revendiquer. Voilà. Et peut-être la meilleure façon que Barty le Togo a dû choisir depuis un certain temps, c'est de s'adresser directement dans des relations épistolaires à des autorités pour attirer leur attention sur ce qui ne va pas dans la société. Okay. Restons toujours dans le chapitre des droits de l'homme pour évoquer les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH. C'était dimanche dernier. C'est la journée internationale des droits de l'homme. Maître Jean-Yovi Degli, 75 ans de la DUDH. Si on veut faire quand même un aperçu général de la situation des droits de l'homme sur le plan international, parce qu'on a commencé par brosser la situation au Togo. Que peut-on retenir globalement, 15 ans après la DUDH, les droits de l'homme en général? Sur le papier, dans les principes, les droits de l'homme ont beaucoup évolué. Seulement sur le papier? Oui, sur le papier, beaucoup évolué. Ok? Et cette évolution s'est traduite positivement dans certains pays. Vous savez, nous sommes partis en 1988 au moment où René Cassin et Madame Eleanor Roosevelt et autres faisaient cette déclaration. On était uniquement aux droits fondamentaux. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et autres. Et puis on a évolué. On est arrivé aux droits sociaux, le droit au travail. On est parti de là, on est arrivé aujourd'hui au droit à un environnement sain. On a développé plusieurs types de droits. On a les droits des minorités, le droit des femmes. On en est même arrivé au droit de ceux qui veulent se marier avec le même sexe. Ce qui veut dire que les droits ont évolué, la panoplie des droits s'est étendue, mais malheureusement en même temps, les plus graves violations des droits de l'homme sont connues pendant cette période. Je n'en veux pour preuve que ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous tournez un peu le regard vers l'Ukraine, quand vous tournez le regard vers Gaza, la Palestine, vous vous imaginez que nous sommes en train de vivre, dans cette époque moderne, des catastrophes en matière de droits humains. Et c'est dommage. C'est dommage. Nous n'avons pas évolué, nous qui concevons les droits humains, nous n'avons pas évolué pour devenir plus humains qu'hier. Nous sommes devenus plus bestiaux qu'hier. Nous sommes devenus plus dangereux, nous sommes devenus plus loups qu'agneaux, alors que hier, les gens voulaient que des loups, nous devenions des agneaux et que nous nous embrassions ensemble. Est-ce dire que les 30 articles de la DIDH n'ont pas pris en compte tous les droits entre griffes? Les 30 articles n'avaient pas pris en compte tous les droits. Ils ont pris en compte certains droits fondamentaux. Vous savez? Donc aujourd'hui, il y a nécessité quand même de revoir, parce que il y a de nouveaux droits entre griffes que vous venez de citer. Est-ce qu'il y a de revoir cette déclaration-là pour l'étendre à d'autres articles ou bien qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour prendre en compte tous les droits? Non, tous les droits sont pris en compte. La déclaration a été une base. Elle a posé un principe. Ok? Elle a posé un principe sur les droits que les citoyens doivent avoir. Maintenant, à partir de là, ce n'est qu'une déclaration. Il faut élaborer.
on a eu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et puis on a eu d'autres droits au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a le droit des enfants, on a le droit des femmes, on a le droit au travail, on a eu plusieurs types de droits. Mais sur la base de cette déclaration, et à chaque fois qu'une charte, une nouvelle charte des droits est mise en place, on fait toujours référence à la déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. Donc c'est un repère important. Absolument, absolument. Mais au Togo, on ne peut pas tout peindre en noir aussi, Maître Jean-Yves Degli. Non, je n'ai jamais peint tout en noir. Je ne connais pas ça. Je suis je ne connais pas ça. Je suis dans une société où il y a le blanc et le noir. Oui. Et j'essaye de les ramener ensemble pour peut-être aboutir au gris ou bien être sur le fil des rasoirs entre les deux. Ok? Je n'ai jamais... Le Togo, tout n'est pas que négatif. Non, il y a des choses positives qui se réalisent, mais je dis qu'en matière des droits humains, nous avons des difficultés. Ok? En matière des droits humains, nous avons des difficultés. Et il faut essayer de corriger. Vous savez, ce n'est pas parce que nous faisons des efforts aujourd'hui pour faire, par exemple, de l'inclusion en matière sociale, qui est aussi droit de l'homme, que nous devons oublier ou bannir les autres droits fondamentaux. Mais quand un seul est violé, c'est que l'humanité tout entière a un problème. Vous tuez un individu, vous tuez l'humanité. Et ceux qui ne l'ont pas compris pensent qu'aller verser le sang n'est rien du tout. Mais si vous l'avez compris, vous ne verserez jamais le sang, vous ne tuerez jamais, vous ne brimerez jamais, vous corrigerez les gens, mais en utilisant d'autres méthodes. Okay. L'autre exploit fait par le Togo, c'est l'abolition de la peine de mort en 2009. Maître Jean-Yves Degli, un exploit. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, une très bonne chose. Je ne dirais pas un exploit parce que le Togo n'est pas le seul à le faire. Beaucoup de pays... c'est un pas. L'abolition de la peine de mort, c'est un pas important. C'est un pas important que le Togo a fait. Le Togo a fait d'autres pas importants dans d'autres domaines. Mais nous demandons seulement que pendant que nous faisons des pas importants, quelque part, nous n'écrasions pas ce qui a été déjà fait ailleurs ou nous n'effacions pas ce qui a été déjà fait ailleurs. Oui. Notre pays a besoin de voir ensemble, comme on dit, de comprendre, de prendre ensemble et de faire évoluer. Il faut que nous fassions tout pour que, pendant que nous évoluons sur certains aspects ne reculent pas. Voilà. En prélude à ces 115 ans de la DUDH, la CNDH et d'autres organisations de défense des droits de l'homme ont organisé une conférence débat sur l'article 5 qui est relatif à la torture dans le pays. Ces cas de torture sont allégués, Maître Jean-Yves Degli. Ces derniers temps, des associations en parlent beaucoup. La torture aujourd'hui au Togo, on dirait que le phénomène a la peau dure. Oui, d'autant plus dur que c'est la torture qui nous a amenés au 5 octobre. C'est la torture des étudiants et jeunes arrêtés en août 1990, dont Logo de Souvipé à son âme et Doglo Agbelenko. C'est leur torture aussi qui a été dénoncée par la Ligue togolaise des droits de l'homme qui venait d'être créée le 20 juillet 90. Dénonciation reprise par la CNDH. Et c'est tout ça là qui nous a amené finalement au 5 octobre. Parce que quand on est arrivé au tribunal en septembre, le 21 septembre 1990 pour le jugement de ces jeunes-là, eh bien, ils ont expliqué comment et combien de fois ils ont été torturés. Et à l'époque, la dénonciation a conduit le président Eyadema, paix à son âme, à se débarrasser de l'AOPC, qui était le directeur de la sécurité à l'époque. Et on a demandé au Togo de détruire les instruments de torture. Et puis, nous avons cru que le phénomène allait disparaître. Et maintenant, nous avons de plus en plus l'impression que le phénomène est même devenu monnaie courante, même dans certains commissariats. Les gens se permettent, certainement de leur propre gré, de torturer des citoyens pour avoir des aveux de la part de ces citoyens. C'est extrêmement grave parce que la torture a disparu dans la plupart des pays. Dans beaucoup de pays, la torture a disparu. Et notre pays ne peut pas s'honorer d'avoir encore ce genre de pratique. Je crois qu'il faut une nouvelle sensibilisation, il faut véritablement une conscientisation, mais il faut également de la punition
lorsque quelqu'un, parce qu'il a une certaine part d'autorité, se permet de torturer. C'est très important. Parce qu'on l'a toujours relevé dans les lieux de détention, les détenus en parlent tous les jours. Ouais. Mais ça continue. Ouais. La punition, ouais. Qui doit punir qui, maître Jean? Celui qui doit punir est là. Hein. Vous savez, les autorités suprêmes du pays savent que quand quelqu'un commet... Nous avons des lois qui punissent la torture. Ok? Et le droit à l'intégrité physique existe dans notre constitution. Donc si quelqu'un punit, c'est la justice. Il faut le déférer à la justice. Il faut faire les enquêtes qu'il faut. Il faut déférer la personne à la justice. Dernièrement, lorsqu'on a considéré que certains militaires de haut grade avaient commis des fautes, avaient commis des crimes, avaient tué un des leurs, étaient dans l'intention d'atteinte à la sûreté de l'État, je crois qu'ils ont été poursuivis et punis. De la même manière, ceux qui torturent dans les commissariats doivent être poursuivis et punis. On ne va pas attendre qu'ils deviennent des généraux d'abord avant de commencer à les poursuivre. Ouais. C'est très important. Ceux qui commettent ces genres d'actes-là doivent être poursuivis et punis. Je crois que si on en punit un, deux, au troisième, la plupart de ceux qui ont envie de faire la même chose prendront conscience et ne le feront plus. Okay. Le Togo va organiser ses élections législatives et régionales au plus tard le 31 mars 2024, annonce faite par le gouvernement lors de son conseil des ministres tenu le 25 novembre dernier. Mais la situation qui prévaut, les institutions impliquées dans ces élections, certaines sont en fin de mandat, d'autres incomplètes. On parle de la HAC, de la Cour des comptes, de l'Assemblée nationale, de la CNDH, pour ne citer que ces institutions-là. Aujourd'hui, maître Jean-Yovi Degli, vous entendez les commentaires de gauche et à droite sur ces institutions-là qui sont en fin de mandat incomplètes mais qui sont maintenues. Quelle incidence, juridiquement parlant, pour le pays? Juridiquement parlant, ce que j'ai entendu et qui malheureusement n'est qu'une fuite de l'esprit, c'est qu'il y aura vide constitutionnel. Ce n'est qu'une fuite de l'esprit. Et il n'y a jamais dans aucun pays un vide constitutionnel. Il n'y en a pas. Vous savez, quand les institutions sont arrivées à l'étape finale de leur existence et qu'elles n'ont pas été remplacées avant que la date butoir n'arrive, ces institutions continuent de fonctionner jusqu'à ce que les nouvelles institutions viennent les remplacer. Ça a été toujours comme ça. Okay? Donc, bon, l'histoire de vide constitutionnel, comme si le ciel allait tomber sur la terre, allait nous tomber sur la tête, c'est un peu... Pas de débat là-bas. C'est une vue de l'esprit. Okay? C'est une vue de l'esprit. Okay? C'est bien de faire les choses avant que les mandats n'arrivent à expiration. Mais quand ça n'a pas pu être fait, cela ne fait pas tomber le ciel sur la tête des vivants. Ok, on le fera, les élections viendront et les institutions seront remplacées en temps opportun, en tout état de cause au Togo. Ce n'est pas ça qui est le plus gros problème, puisque de tout temps, nous avons eu des institutions qui sont restées en place pour que... Mais quelle légitimité pour ces institutions-là, à la fin de leur mandat? Est-ce que leurs décisions auront encore du poids? C'est ce que se demandent certains Togolais. Monsieur Gildas, vous voyez une institution, Assemblée nationale, ou CENI, prendre une décision au Togo et puis vous allez dire que non, qu'elle n'est pas légitime, donc la décision ne sera pas appliquée. Mais si vous voulez, faites-le. Si vous pouvez le faire, faites-le. Il faut tenir compte des réalités. Il faut tenir compte des réalités. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, en principe dans les pays, c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand l'institution n'a pas été remplacée avant la fin de son mandat, elle reste en place jusqu'à ce que la nouvelle institution soit voilà. Et bon, en tout état de cause, au Togo, ce n'est pas ce qui va être le problème le plus grave aujourd'hui. On est tellement habitué à ça que c'est devenu le quotidien de chez nous. Donc c'est dommage. C'est pas un débat. C'est dommage, mais oui, bon, vous savez, on appelle quelque chose en français, en vieux français, discussion codlibétique. Ça dit des discussions, même sur le cesse des anges. Ouais. On peut discuter, mais cela ne va malheureusement rien changer. Les élections devaient avoir lieu avant la fin de l'année. Oui. Elles n'ont pas pu avoir lieu. Finalement, nous avons appris qu'elles auront lieu au plus tard le 31 mars. Attendons qu'elles aient lieu et que les institutions soient renouvelées. Mais du moment où on n'a pas connu de mouvements, des situations difficiles qui puissent quand même contraindre le pouvoir de ne pas organiser ces élections,
On se demande même pourquoi ne pas le faire dans les délais prescrits, maître Jean-Yves Degli. Vous savez, vous êtes au courant que le gouvernement n'a pas eu de difficultés? Que c'est de gré que les élections ont été reportées jusqu'en mars? Il y a certainement des problèmes. Peut-être que l'autorité ne vous révèle pas tous les problèmes qui l'ont contraint à différer les élections, mais qu'il y a certainement. Si tout allait bien dans le meilleur des mondes, je ne suis pas sûr que les élections seront repoussées jusqu'en mars. C'est parce que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes que les élections sont renvoyées à une date ultérieure. En tout état de cause, je ne crois pas que les autorités ont eu juste la volonté de ne pas faire des élections. Non, je crois qu'il y a eu des difficultés. Je ne les connais pas. Comme je vous ai dit dès le départ, je ne suis pas dans le secret des dieux. Vous ne les côtoyez pas. Madame, monsieur, nous sommes avec l'avocat, défenseur des droits de l'homme, maître Jean-Yves Degli, qui est avec nous ce matin. On marque la pause et on revient avec lui pour la suite de cet entretien. Pour cette rentrée, Togocom t'offre 60 Go d'internet gratuit pendant 3 mois. Au niveau de CPC, pour certains, il faut une transition. Aujourd'hui, si le gouvernement est incapable d'organiser les élections aux dates échues, pourquoi ne devait pas mener une discussion avec les autres acteurs? Non. On pense que tout se fait en vase clos au niveau du gouvernement. Oui, je crois que les acteurs politiques, quand on arrive dans des situations difficiles, les acteurs politiques doivent parler. Ok? Que les gens essayent de discuter avec le gouvernement pour voir en fait comment faire pour organiser les choses de façon consensuelle d'ici là, c'est une chose. Mais pendant ce temps, l'État continuera de fonctionner. Tout le monde a intérêt à ce que l'État fonctionne. L'État même a intérêt à fonctionner. Les partis politiques ont intérêt à ce que l'État fonctionne. L'État continuera de fonctionner. Maintenant, dire qu'il faut trouver des aménagements parce que les institutions sont arrivées à la fin de vie et tout ça, ça c'est possible. Ça peut se faire. Les acteurs peuvent parler. Bon, maintenant, les acteurs politiques, moi je ne suis pas acteur politique. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont juste sur les médias pour dire qu'il faut que nous parlions. Il faut s'adresser à la personne avec qui vous devez parler. Il faut s'adresser directement à cette personne. Bon, ok, nous sommes dans telle situation, nous voulons discuter pour voir comment nous pouvons améliorer, nous pouvons arranger les choses de façon consensuelle. Il faut s'adresser. Et vous avez dit, ils ont un cadre. Il y a un cadre, mais la question n'est pas évoquée jusque-là. Est-ce qu'ils ont posé la question? Est-ce qu'ils ont mis la question sur la table? Et ça ne rassemble pas tous les acteurs, ce cadre-là aussi. Vous voyez, c'est là où se pose tout le problème. Si le cadre ne rassemble pas tous les acteurs, si certains acteurs ont cette idée mais ne sont pas dans le cadre, comment il faut le faire? Peut-être qu'il faut s'adresser au cadre par l'intermédiaire des gens qui siègent dans ce cadre-là. On peut aussi faire ça. Tous les partis qui sont à l'Assemblée ne sont pas forcément des partis qui sont à coquiner avec le pouvoir. Il y en a qui ont quelques petites voix divergentes. Peut-être qu'on peut passer par ces partis-là pour mettre le sujet sur la table. Et dernièrement, je crois qu'il y a des partis qui ne sont pas à l'Assemblée qui ont eu des discussions dans ce cadre. Je crois que l'ANC n'est pas aujourd'hui à l'Assemblée, mais l'ANC a participé à ce cadre dernièrement. Il faut mettre le sujet sur la table et voir comment faire les choses. Mais je voudrais aussi... Mais c'est quelqu'un qui demande à ce qu'on ouvre aussi une autre discussion plus large aussi, pour rassembler tout le monde. On peut. Et vous savez, on ne perd rien à discuter. On ne perd rien à dialoguer. Surtout que le dialogue est devenu une marque de fabrique du Togo, sauf que les résultats, on n'en tient jamais compte. Ok. Mais quand on parle quand on parle de transition, je ne sais pas si on va faire la transition pendant 3 mois. On va faire pendant 3 mois pour arriver à mars. Ça, c'est une transition spéciale. Ah bon? Oui. 3 mois pour tenable selon vous? 3 mois pour faire une transition pour aller aux élections? Excusez-moi, je crois que faut pas toucher le ridicule. Parce que c'est vrai que une transition, c'est autre chose. Ces élections, le gouvernement l'avait annoncé pour 2023. On est là, on dit que c'est pour le premier trimestre. Et s'il repousse encore? Oui, s'il repousse encore, on restera tout. C'est de dire qu'on ne considère pas les autres acteurs, l'opposition. Mais justement, c'est ce que je dis. Les acteurs n'ont qu'à se faire considérer. Les acteurs n'ont qu'à se faire considérer. Vous savez, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on ne considère pas les acteurs
où les acteurs sont méprisés. Ça dépend de l'attitude que vous-même, acteur, vous avez. Et ça dépend aussi de l'attitude que ceux qui doivent vous considérer ont. Ce n'est pas seulement d'un seul côté. Cela peut dépendre du comportement et de la manière dont les gouvernants voient leur vis-à-vis, c'est-à-dire l'opposition, mais cela peut dépendre aussi du visage que donne cette opposition. Lorsque vous avez en face de vous une opposition émiettée, vous pensez qu'elle vous fait peur? Si elle ne vous fait pas peur, comment vous allez la considérer? Dans nos pays, on ne la considérera pas. Lorsque vous avez en face de vous une opposition en bloc, solide, avec des idées objectivement tenables, des positions qui sont des positions dans l'intérêt général soutenues par les populations, les gens vous respectent. Mais lorsque vous avez une opposition dans laquelle les gens, c'est des petites voix par-ci, par-là, dès qu'on voit que quelqu'un veut émerger un peu, bon, il faut le couper très rapidement, il faut lui taper dessus très rapidement, il faut devenir adversaire de celui qui est en train de faire la même lutte que lui, c'est-à-dire vous êtes dans le même bataillon et vous vous battez au sein du bataillon avant d'aller à la guerre. Quand vous arrivez dans ce genre de situation, on ne vous respecte pas. De la même manière, quand vous vous dites opposition, 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 et que tous les moyens de l'opposition, vous êtes obligé d'aller le quémander chez celui qui gouverne, qui vous laisse tomber des miettes de sa table, on ne vous respectera pas. Et malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous sommes au Togo. Donc vous touchez une plaie de l'opposition togolaise? C'est les plaies que moi j'ai touchées depuis. Si vous lisez mon livre, Togo, la tragédie africaine, non, pas à quand l'alternance. À quand l'alternance, c'est 10 ans après. Togo, la tragédie africaine, qui est sortie en octobre 97, vous verrez exactement ce que je dis là-dedans. Et ça fait combien d'années, depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'on est en train de dénoncer ces choses et que ça continue? Vous savez, moi, le président Rawlings m'a dit, vous les Togolais, vous êtes particuliers. C'est le seul peuple que j'ai vu dans lequel, quand vous mettez 10 personnes ensemble pour faire un groupe, vous revenez 10 jours après et chacun a constitué un groupe pour lui-même. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Dans les années 90. Quand vous mettez 10 personnes pour former un groupe, vous revenez 10 jours après, chacun a constitué un groupe pour lui-même. Ça veut dire que nous sommes incapables. Nous sommes animés par l'esprit de désunion. Et c'est toujours ce que nous continuons. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui tous ceux qui sont dans cette opposition-là de faire un bloc? Ils se battent pour quoi? Ils disent se battre pour l'alternance. Ils se battent pour le bien-être. Pour le bonheur du peuple togolais. Pour le bonheur du peuple. Pardon. Si vous battez tous pour le bonheur du peuple togolais, vous êtes interchangeables. L'essentiel, c'est que quelqu'un d'entre vous puisse porter la voix du bonheur du peuple togolais. Quand vous êtes en train de vous diviser, cela montre clairement que vous ne vous battez pas pour le bonheur du peuple togolais. Vous vous battez pour vos bonheurs particuliers. Et quand vous mettez ce genre de personne qui se bat pour son bonheur particulier au pouvoir aujourd'hui, il vient pour réaliser son ambition personnelle. Malheureusement, c'est ça. Et c'est ce que nous voyons dans beaucoup de pays africains. C'est ce qui a conduit à des situations de renversement des régimes démocratiques, dans les problèmes de gouvernance, problèmes d'ambition et problèmes de vision pour une nation. Une nation. Et justement, la transition est trouvée pour parler du renversement des régimes sur le pouvoir. On a le cas de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et du Niger récemment. Mais devant toute cette situation, la CEDEAO semble impuissante. Les règlements sont parfois appréciés 2 poids 2 mesures. Globalement, Maître Jean-David Degli, en ce sens, on a vu ces hommes en treillis qui ont pris le pouvoir et ça retourne encore, ça revient encore en 2000 jusqu'à ce jour-là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ces hommes en treillis-là? Pourquoi ils reviennent encore au pouvoir avec les armes, avec les treillis, avec les bots? D'abord, vous avez parlé de la CEDEAO qui n'arrive pas à faire appliquer les mesures. Je crois que la CEDEAO n'a pas été à un moment donné assez conséquente avec elle-même. Elle n'a pas été assez sérieuse. Quand vous voyez que vous avez un protocole qui dit qu'il faut respecter les règles constitutionnelles, qu'il faut respecter les mandats, et vous voyez des présidents parmi vous qui viennent pour modifier la constitution à quelques jours des élections, pour faire un 3e mandat, un 4e mandat, quand vous ne dites rien, il vous sera difficile après de parler à ceux qui ont renversé ce monsieur-là. Il vous sera extrêmement difficile. Donc la CEDEAO a perdu assez de crédibilité en faisant certaines choses. En ce qui concerne les hommes en treillis qui viennent au pouvoir, je crois que dans la plupart des pays, ces gens, ou du moins
les militaires reviennent au pouvoir, non pas comme ce qui s'est passé dans les années 60-70. Mais c'est une nouvelle génération c'est parce que la gouvernance qui a été installée dans ces pays démocratiquement n'a pas répondu. On ne peut pas dire qu'on balaie les anciens systèmes de dictature, qu'on fait autre chose avec les nouvelles règles et venir au pouvoir pour reconduire les anciennes règles de ces dictatures. La gouvernance que la plupart de ces régimes ont reconduit a été une gouvernance uniquement à leur profit et au profit des élites qui les entourent. À partir de cet instant, vous avez les murmures et les souffrances, la misère de la grande majorité qui vont pousser progressivement ceux qui sont souvent considérés comme les seuls ayant les moyens de renverser ce genre de régime à aller et à les renverser. Est-ce que vous donnez raison à ceux qui disent que dans ce cas-là, l'Afrique n'est pas démocratiquement mûre pour... non, que l'Afrique n'est pas démocratiquement mûre ou que l'Afrique... ou que la démocratie n'est pas bonne pour l'Afrique, je ne crois pas. Combien de pays ont appliqué les règles démocratiques de façon stricte, les règles de gouvernance démocratique de façon stricte, et où il y a eu de renversement? Il n'y en a pas eu. Les pays qui ont appliqué les règles démocratiques et de gouvernance, de bonne gouvernance, vous ne voyez pas des renversements de régime. C'est les pays qui ne les ont pas appliqués. Donc, ceux qui crient aujourd'hui en disant oui, la démocratie à l'occidental n'est pas adaptée à nos pays, mais c'est du bluff. Qu'est-ce qu'ils ont appliqué de cette démocratie? La plupart des gens qui disent ça, c'est ceux qui n'ont jamais réussi à appliquer aucun des principes de la démocratie. Ça veut dire que vous êtes malade, un médecin vous a prescrit le remède, vous allez à la maison, vous n'appliquez aucun des remèdes, et puis vous revenez, vous dites que les remèdes de ce médecin ne sont pas bons. mais attendez, c'est ça la situation. On va permettre à ceux qui nous suivent de participer à ce débat via le 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous. Vos questions à notre invité, M. Pelé. Bonjour. Est-ce qu'il est là, M. Pelé? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, maître, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ok, donc je pense que c'est le Togo avec le RPP uni qui n'est pas mieux pour faire la démocratie. Sinon, l'Afrique est mieux. Bon, à ce qui concerne toutes les institutions que nous avons aujourd'hui en place, prenons le cas de la CENI. Est-ce que la CENI aussi va utiliser l'article 52 alinéa 11? Ou bien est-ce que la CENI est indépendante, elle seule? Est-ce que, parce qu'elle a un an pour se renouveler, est-ce qu'elle n'est pas capable elle-même de se renouveler? Il faut attendre le président d'abord. Deuxième préoccupation, maître d'église, si demain, Paul Yassine vous nomme président de la Cour constitutionnelle, est-ce que ça peut aller? Merci. Merci beaucoup à vous. Monsieur Gado. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Oui, vous savez, la CEDEAO, c'est pour les militaires. Hein. Pourquoi les civils ne sont pas d'accord avec les militaires? La CEDEAO a été créée par des militaires. Et aujourd'hui, la CEDEAO compte des militaires. Moi, franchement, par là, je voudrais que nos présidents Yassine deviennent militaires et rejoignent l'État sahélien pour chasser la France. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci beaucoup, M. Garo. Derrière vous, on prend M. Bozambo. Bonjour, Bozambo. Allô, bonjour. Bozambo, bonjour. Bonjour, notre honorable. Bonjour, monsieur. Ok, vous avez fait beaucoup de luttes depuis 90 sur ça maintenant. Vous n'avez pas rien. Ça vous fait fatiguer, mais vous êtes courageux de venir sur les médias, de parler à nous les jeunes encore. Donc je vous félicite beaucoup. Et ce que moi je vais dire maintenant, on a fait le recensement, ça fait 6 mois. Et eux, on a prolongé le vote jusqu'à fin mai, janvier, février, mars, fin mars. Donc, il y a plusieurs mois. Si tu viens dans le préfecture de la Baie, il y a plus de 100 à 150 morts dans la préfecture de la Baie. Et les gens en ont beaucoup de plus de 18 ans. Est-ce que c'est les Togolais qui vont supplier le chef d'État de CENI pour faire les révisions de liste, pour avoir les gens qui sont décédés et les gens qui sont plus, comme eux-mêmes, ils ont prolongé de 4 mois leur prolongation parlementaire. Donc, ils doivent faire le faveur. S'il n'y a pas de l'argent, ils n'ont qu'à dire qu'il n'y a pas de l'argent. Ils n'ont qu'à prolonger pour que les gens qui n'ont pas recensé, les gens ont perdu leur carte d'électeur et les gens sont décédés
pour faire les révisions des listes. Ça peut nous arranger, non? Merci beaucoup. On prend la dernière, la Benjamin, c'est Madame Essi. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est M. Dégui, défenseur des droits de l'homme, qui vient nous parler ce matin. Est-ce qu'il pourra nous dire les droits qu'on a acquis depuis 63, 2005, tout le reste 90, à la boule? Est-ce qu'on a un seul droit au Togo? Moi, j'ai l'impression qu'on loue chez les gouvernants. Parce qu'on a une constitution qui dit de se relayer tous les 5 ans. Mais les mêmes sont là, ils trompent les constitutions, vous les élites là, vous ne portez pas plainte, vous ne faites pas restaurer la constitution qu'on s'est donnée pour vivre heureux, alterner la démocratie, la liberté, vous ne faites rien. Et puis, je ne comprends pas, est-ce qu'on loue chez les gouvernants? Est-ce que le Togo appartient au seul gouvernement de 63, ceux qui ont fait 2005? En 2008, ils ont promis les réformes démocratiques. Il y a eu l'APG. 2015, ils devront terminer leur mandat éternel. Ils sont encore là. S'il vous plaît. Moi, quand les pays viennent justifier les coups d'État déstabilisateurs des pays, je suis triste. Il n'y a pas de raison pour qu'on fasse des coups d'État en Afrique. L'Afrique est dans un état détruit. C'est pas normal. Merci beaucoup, Madame Essier. C'est vous qui bouclez la réaction téléphonique. On va aller rapidement avec notre invité pour appeler. Il est revenu sur l'institution en fait de mandat, surtout le cas de la CENI. Son mandat a pris fin depuis mars dernier. Il a fait référence à l'article 52 alinéa 11 qui stipule que l'institution reste en place jusqu'à l'élection de nouveaux bureaux membres. Et aussi, si on vous nomme aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, vous l'avez compris globalement. Je pense que le problème des institutions, nous en avons largement débattu. Que c'est malheureusement des défauts que nous avons. Quand les institutions arrivent à la fin de leur mandat, il faut les renouveler. Il faut les renouveler. Et je suis d'accord avec lui que la CENI aurait dû être renouvelée depuis. Elle n'a pas été. C'est pas parce qu'on a dit l'institution reste en place jusqu'à ce que les nouvelles institutions viennent. Comme toutes les institutions, et l'Assemblée, la présidence, c'est la même chose. C'est pas à cause de ça qu'il faut s'empêcher de faire ce qu'il faut, notamment... En termes clairs, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Parce que ça sème de la confusion aujourd'hui. Ça veut dire que normalement l'institution aurait dû être réorganisée depuis, parce qu'elle est arrivée à la fin de son mandat. Il faut réélire les membres, il faut remettre en place une nouvelle institution. Elle n'a pas été faite. Mais quand on dit qu'elle reste en place jusqu'à... Donc elle reste là. Comment on dit, qui a vu et qui a refusé? Vous n'avez pas dit dans ce pays quelqu'un laisse, quelqu'un prend? Bon, on vous nomme aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, maître Jean-Yves Dégui. Je crois qu'il a vu très loin. Je ne sais pas si c'est dans un rêve qu'il a vu ça. Mais vous êtes prenant. Je me vois mal être nommé. D'abord, je ne suis pas membre de la Cour constitutionnelle. Pour être nommé président de la Cour, il faut déjà être dans la Cour. Je ne suis pas dans la Cour. Mais si on me nomme jamais président de la Cour constitutionnelle, je ferai le travail que le président de la Cour constitutionnelle doit faire, conformément au texte. Les tests ne vont pas être là et puis je vais être à côté. Non, je ne me suis pas battu toute ma vie pour que la vérité, l'objectivité soit, pour demain, une fois que je suis nommé, être à côté de la vérité et de l'objectivité. Quitte à ce qu'on m'éjecte de mon poste, je ferai ce qu'il faut faire. Voilà. Galdo, pour M. Galdo, la CEDEAO a été créée par les militaires en 1975. Aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, que la CEDEAO a été mise en place par les militaires? La CEDEAO, à l'origine, il y avait des militaires au pouvoir. À cette époque, il y avait le général Eyadema, il y avait Yakubu Gowon. C'était sous leur houlette que la CEDEAO a été créée. Ça ne veut pas dire que c'est l'armée qui a créé la CEDEAO et que la CEDEAO doit être pour l'armée. Pour Bozambo, c'est vrai, ça fait 6 mois qu'on a fini le recensement, mais il y a des gens qui ont plus de 18 ans aujourd'hui, il y a des décès aussi enregistrés. Lui, il voulait qu'on réactualise un peu le fichier. Malheureusement, ça ne se passe pas forcément comme ça. Dans tous les pays, on finit le recensement à une certaine période donnée. Et dans la période de transition qui va jusqu'aux élections, il y a des gens qui ont 18 ans. Il y a des gens qui sont morts. Vous ne pouvez malheureusement pas faire grand-chose. Peut-être que si on avait un système informatique assez huilé, ces gens tomberaient, les gens qui sont décédés tomberaient
une fois qu'on a annoncé, ça va dans le système et ça tombe en okay, ça va aller. Pour Madame Essi, est-ce que les droits acquis 63-2005 à la conférence de Bôle sont aujourd'hui là? Mais il revient sur le cas du Togo. Lui, pour elle, il faut l'alternance parce que la Constitution l'a prévu. Il faut faire 2 mandats. Non, l'alternance c'est quelque chose de fondamental. Elle renouvelle, elle redonne du sang neuf et elle aide un pays à améliorer sa situation. Une seule personne au pouvoir trop longtemps n'a plus de vision pour un pays. C'est à cause de ça que les gens ont limité le mandat. Voilà. Alors quand on nous dit que non, que la limitation de mandat ne doit pas exister parce que c'est de l'Occident, alors je dis quelque chose, une question que je pose souvent. La dictature telle que nous la connaissons dans nos pays ou que nous l'avons connue depuis 60, elle n'existait pas dans nos sociétés africaines. Ces genres de dictature où quelqu'un vient, il tue les gens, il prend tous les biens, il oublie son peuple, ça n'existait pas. C'est le système colonial qui nous l'a imposé. En disant que l'Afrique ne peut se développer que dans des régimes forts. Quand on nous a imposé ça, nous sommes contents. Quand on dit démocratie, nous disons que non, c'est eux qui nous imposent. Donc ils veulent nous acceptons quand même qu'on nous impose la dictature telle que nous l'avons. Mais nous n'acceptons pas qu'on nous impose la démocratie. Maître, dernière question, comment se porte aujourd'hui le général Gilbert Diendéré? Le général Gilbert Diendéré... Parce que vous êtes son avocat. J'ai été son avocat, que je n'ai pas vu depuis pratiquement 2 ans. Il se porte quand même bien parce que j'ai des amis communs qui l'ont vu, qui m'en ont donné des nouvelles et qui lui ont donné de mes nouvelles. Il va bien. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit sur ma plaidoirie là-bas, qu'on m'a envoyé. J'essaierai de vous faire une photocopie. On a dit la plaidoirie qui acquitte le général Diendéré. J'ai trouvé ça très intéressant. On a dit tout ce que j'ai dit pratiquement en sa faveur a été dit dans ce livre. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'opposition togolaise, à vos amis de l'opposition, à l'approche de ces élections rapidement? Non, je crois que comme d'habitude, je dirais d'abord à notre pouvoir, à nos gouvernants de faire en sorte que les élections prochaines se déroulent sans heurts, aussi bien dans l'avant, la réalisation que dans l'après. Et je dirais à l'opposition que plusieurs années, plusieurs expériences ont démontré que c'est l'unité qui fait la force. Et qu'il est temps qu'ils commencent à penser véritablement à l'intérêt des Togolais en prônant dans cette émission. Merci aussi à Ite Messan qui a assuré la mise en œuvre. Les directs sur la page Facebook, c'est avec Kokou le Parisien. La réalisation de l'émission, c'est avec